Quelle prestance. Impressionnant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est... François Ier, lui-même, celui sans qui Chambord n'existerait pas. J'aimerais bien remonter le temps pour le rencontrer et lui demander ce qu'il avait en tête quand il a décidé de construire Chambord. Moi aussi, si seulement c'était possible. Mais vous savez, on peut déjà faire quelques hypothèses en étudiant sa vie. Je vous conseille cette lecture pour mieux connaître François Ier. C'est un très bon ouvrage pour débuter. Ah, merci. Lorsque François naît à Cognac en 1494, il est le fils du comte d'Angoulême, cousin éloigné du roi Charles VIII de France. Ce dernier meurt sans héritier direct. C'est alors son cousin le plus proche qui lui succède sous le nom de Louis XII. Lui-même meurt sans avoir eu de fils, faisant finalement de François le dernier héritier de la couronne dans la dynastie des Valois. Il a 20 ans. Il est le premier roi de France à porter ce prénom qui résonne d'ailleurs comme le nom de son peuple, et tout semble lui réussir. Ah, Marignan, quelle bataille! Elle a fait ma gloire et celle de la France. Mais ne croyez pas que je ne m'illustre que comme roi de guerre. Je m'intéresse aussi aux arts et aux lettres. Je compte bien faire de la France un royaume moderne, un nouveau foyer artistique et culturel. De tous les arts, je crois bien que c'est l'architecture qui me passionne le plus. D'ailleurs, il m'arrive parfois de dessiner des bâtiments que j'aimerais faire construire. J'ai déjà modifié 2 châteaux, celui d'Amboise, où j'ai passé ma plus tendre enfance et où j'ai ajouté un étage à l'un des bâtiments, et celui de Blois, la grande résidence des rois, où j'ai rebâti une aile neuve. Mais maintenant, il est temps de bâtir un nouveau château, plus personnel, ma création. Que l'on convoque mes artistes, mes ingénieurs, mes maîtres maçons et charpentiers, qu'ils me prodiguent leurs précieux conseils. Et surtout, faites venir Léonard de Vinci. Sa maîtrise des techniques et de l'architecture sera bien utile à mes projets. Le travail sera long, mais passionnant. Où avez-vous l'intention de bâtir, sire? Je veux un vaste lieu, isolé de tout. Nous le clôturerons entièrement d'un mur. Il me faut un terrain sauvage qui assure une profusion de gibier pour que je puisse assouvir ma passion pour la chasse. En temps de paix, il est important que je puisse entretenir ma forme physique en me mesurant aux bêtes sauvages. Et au milieu de cette immense forêt, nous construirons un donjon massif, imposant. Il semblera sortir de nulle part et n'en sera que plus somptueux, à l'image de ceux décrits dans les romans de chevalerie qui me sont si chers. Ah, aussi notez ceci. Lors de mes voyages en Italie, j'ai vu de magnifiques églises qui adoptent un plan en croix grecque. Je veux qu'on s'en inspire directement. J'aime cette modernité et cet hommage à la chrétienté. Le plan même de l'édifice sera réellement sacré. Mon logis et ceux de mes compagnons seront répartis à chaque angle de la croix. Nous serons égaux, logés à la même enseigne, comme Arthur et ses chevaliers de la table ronde. Ce sera la demeure idéale pour tous. Autre chose, Majesté? Oui, Léonard m'a soufflé une idée que je souhaite concrétiser. Un escalier central majestueux qui s'impose à la vue de tous. Une création architecturale unique et extraordinaire. Que la fleur de lys, symbole royal, trône fièrement au sommet de la tour lanterne. Que l'on marque de mes emblèmes les voûtes, les portes, les cheminées et les toitures. Ce château sera mon reflet, mon portrait. Arrêtez le chantier, je dois partir, la guerre reprend en Italie. Cette fois, la défaite est amère. Mon ennemi Charles Quint m'a capturé à Pavie et me retient prisonnier. Mes compagnons d'armes ont péri sur le champ de bataille, le temps de l'insouciance est révolu. Bon, j'ai beaucoup réfléchi durant ma captivité, je veux que l'on modifie le plan de mon château. Nous allons l'agrandir. Nous le fermerons d'une enceinte et nous construirons 2 ailes supplémentaires, dont l'une abritera mon logis, séparé de celui des autres. Nous y aménagerons également une grande salle dans laquelle je pourrai organiser des audiences. Dans l'autre aile, sire, nous aménagerons une chapelle, je présume? Ainsi, vous serez placé à l'égal de Dieu. Votre logis et la chapelle seront implantés en parfaite symétrie. Parfait. Une fois terminé, ce château éblouira tous ses visiteurs. Alors, votre lecture est-elle intéressante? Ah, Virginie, justement, vous tombez bien. Je me demandais, est-ce que François Ier a pu voir son œuvre terminée? Et non. Mais ça s'est joué il y a quelques années seulement. Enfin, il était tellement fier de ce projet, tellement impatient de le montrer, qu'il l'a fait visiter en cours de chantier. Il y a même convié l'empereur Charles Quint en 1539. Diantre, pas lui. Pavie, la captivité.
Oui, mais ne vous inquiétez pas, il a eu sa revanche. Lorsque l'empereur est venu, il aurait déclaré que Chambord était un abrégé de ce que pouvait l'industrie humaine, ce qui équivaut à dire que Chambord était l'exemple le plus remarquable de l'art de son époque. Vous êtes sûr que ça va? Ah oui, pardon. C'est juste que je me laisse un peu emporter par l'histoire parfois. Oui, je vois que vous êtes très investi. Mais oui, je le suis et j'ai vraiment compris que Chambord n'était comparable à aucune autre demeure royale. Le château a évolué avec François Ier et il est bel et bien à son image. Le donjon du roi chevalier qu'il incarnait dans sa jeunesse s'est métamorphosé au fil des années en l'éblouissant palais d'un monarque puissant et ambitieux qui cherche à construire un pouvoir absolu. C'est tout à fait ça. Mais vous savez, il ne s'est pas arrêté à cette seule construction. 8 autres créations ou embellissements de châteaux ont suivi, principalement situés autour de Paris, comme Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Villers-Cotterêts ou Madrid au Bois de Boulogne. C'était un vrai roi bâtisseur. Waouh, il a accompli tellement de choses. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu de lui ?